Et coucou YouTube, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui va être, alors avec une semaine de retard, les sorties de la rentrée littéraire de septembre, sortie grand format donc, que je devais tourner il y a une semaine, mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu. Donc je le fais maintenant, on est actuellement le 1er septembre, je suis dans les temps, vous l'aurez donc demain le 2 septembre, ça va, on est encore dans les temps parce que les premières sorties sont le 4. C'est just, j'étais... Ah, ah bah oui, Priscille. C'est pas étonnant pour les chats. Ah c'est pas évident hein, d'avoir des likes. Allez, sur ce, donc on va attaquer. Alors juste avant, donc comme d'habitude, le petit disclaimer. Donc c'est ma sélection personnelle, c'est les livres qui moi me font envie ou que je suppose pourraient vous faire envie aussi, mais ça reste toujours quand même dans mes goûts personnels. Voilà, j'essaye d'être un petit peu éclectique, mais évidemment, il va y avoir forcément mes genres préférés dedans. C'est évident, et donc on attaque tout de suite. Alors d'abord pour commencer les petites statistiques. Donc qui dit rentrée littéraire dit évidemment beaucoup de contemporains. Ça c'est un classique, mais j'ai essayé de vous mettre quelques autres genres. Il y a un petit peu de young adulte aussi. Et quelques BD, évidemment comme d'habitude. J'ai mis un manga, c'est faux. Il y a 2 mangas. Toutes mes confuses, je viens de me rendre compte. Il y en a 2. C'est pas grave. Allez, c'est parti. On commence donc avec la première sortie. Donc c'est par ordre chronologique et alphabétique. On commence le 4 septembre avec une sortie aux éditions du Masque, La Proie et la Meute de Simon François. On est dans un roman noir, j'ai l'impression assez rural. Donc on est dans un petit village du centre de la France, donc entouré de champs, de forêts, plein de fermes isolées, etc. Et il y a aussi une usine. Il s'agit d'un abattoir de poulets. Et dans cet abattoir, voilà, quasiment la totalité des habitants de ce patelin, de ce petit patelin, travaillent voilà, dans cet abattoir. Mais il y a Romain qui lui ne travaille pas dans l'abattoir, qui est un marginal, c'est un peu l'homme à tout faire du village. Il a un bec de lièvre malheureusement et donc il est surnommé pour ça Lapin. Romain lui il aime bien bâtir des cabanes dans les arbres, il aime bien pêcher dans la rivière, il aime bien être loin du monde, même loin du village, parce que bah voilà, tout le monde le tient de toute façon à l'écart et tout le monde le rejette. Depuis sa plus tendre enfance, Romain, il est amoureux de Solène, qui est l'actuelle mairesse de la bourgade. Et il se trouve que Solène va disparaître. Et avec elle, on va découvrir voilà, qu'elle a été mêlée à une histoire d'enfouissement illégal de déchets. Voilà, donc on va apprendre tout ça. Et Romain, lui, il est évidemment dévasté par la disparition de Solène et il va décider de se venger. Voilà, j'en sais pas plus. J'aime bien l'idée, moi j'aime bien ce truc un peu ruraux comme ça, les histoires de petits villages, les histoires aussi, voilà, comme ça bah, un peu comment dire, de précarité, l'usine qui est en fait un abattoir, bon, où tout le monde travaille, le côté évidemment de la marginalisation d'un homme à cause de son handicap, bon bref voilà. Tout ça, ça peut grave me plaire. J'avoue, je connaissais pas du tout cet auteur, Simon François. Je suis un petit peu curieuse de celui-ci. Voilà, je vais attendre un petit peu les retours pour voir, mais celui-là, franchement, me hype pas mal. Coucou Bubu, comment ça va? On passe au suivant de la liste. Il s'agit de Saison toxique pour les fœtus de Vera Bogdanova, qui est donc une autrice russe qui sortira, enfin le livre, pas l'autrice, sortira chez Actes Sud.
Et dans cette histoire, donc on est en Russie évidemment, on est en 1995, on va suivre Yenia, je suis pas sûre de la prononciation pour le coup, j'imagine que c'est Yenia, qui a 11 ans. Elle est en vacances chez sa grand-mère et vacances qu'elle partage aussi avec son cousin qui s'appelle Ilya, qui a 13 ans. On va les retrouver 5 ans plus tard, ils commencent à boire de l'alcool, ils se baladent en moto, ils sortent en boîte, et 5 ans encore plus tard, c'est leur premier baiser, on rappelle qu'ils sont cousins, hein. Voilà, c'est leur premier amour, ils sont persuadés d'être faits l'un pour l'autre. Mais le problème, c'est que il y a, voilà, il y a une certaine mentalité particulière en Russie. Et donc, en fait, on va suivre un petit peu l'évolution, ou pas d'ailleurs, ou la non-évolution, en tout cas, de la société russe. Donc, ça parle notamment de violence conjugale, on nous dit, de la condition des femmes, d'une façon générale. Et surtout, voilà, ça dresse un portrait de la génération Y en Russie, donc des millennials en Russie. Voilà, ça a l'air très intéressant. Donc ouais, je suis un petit peu curieuse de celui-ci. Je me demandais si c'était un truc un peu autobiographique, mais non, c'est vraiment un roman. Voilà, c'est une jeune autrice. Pour moi, c'est jeune, 1986, donc elle a 38 ans, ouais. Qui a écrit plusieurs romans, Vera Bogdanova, et elle est traductrice et chroniqueuse littéraire, notamment. Voilà, pour celui-ci, je sais que Actes Sud, en général, c'est assez quali. Donc, je l'ai mis, et puis moi, voilà, je suis forcément étant d'origine russe, je suis un peu intéressée par tout ce qui peut raconter un petit peu la société russe. Alors évidemment, je suis pas, attention, hein, je suis pas du tout pro, pro Poutine et tout ça, pas du tout. J'ai même souvent honte d'être russe avec tout ce qui se passe en ce moment, mais et puis surtout, voilà, le fait que, évidemment, ce soit une société extrêmement patriarcale, hein, on va pas se mentir, et puis je pense que ce roman va en témoigner. Mais voilà, ça m'intéresse parce que c'est quand même mes racines. Voilà pour celui-ci, en tout cas, qui sortira donc le 4 septembre. On est toujours le 4 septembre, on part sur un truc un peu plus léger, entre guillemets, hein, bien sûr. Un petit thriller domestique, Telle mère, telle fille, de Kimberly McCreight. Et donc, alors Kimberly McCreight, c'est une autrice assez prolifique hein, de thrillers domestiques. Moi, j'en avais lu un, c'était Amélia. Il faisait pas très thriller domestique sur le moment. C'est un thriller qui parle, enfin c'est un roman qui parle de harcèlement scolaire notamment. Mais il y avait une dimension très sociale en fait. Du coup, ça m'a pas fait le même effet quand j'ai lu Amélia. Ça m'a pas du tout fait le même effet qu'un Lisa Jewell ou voilà ce genre d'autrice un peu de thriller domestique. Et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'ai pas lu les autres parce que. Alors, elle a pas fait que du thriller, elle a aussi fait une saga fantasy ou dystopie, je sais plus. Qui me disait bien, mais j'avais pas vu des très bons retours dessus. Coucou Mathilde, comment ça va? Mais je sais pas, celui-là peut me tenter, en l'occurrence. Donc on va suivre Cléo qui est étudiante à la fac et assez rebelle aux antipodes de sa mère Kat qui elle est une épouse parfaite, qui est une avocate à la réputation irréprochable. Et Cléo, voilà, pour Cléo, Kat c'est un peu la femme parfaite, voilà, justement trop parfaite. Sauf que ce que Cléo ignore, c'est que c'est une façade et un jour, en rentrant chez sa mère pour dîner, elle va retrouver la maison vide, une casserole en train de brûler sur le feu et surtout une chaussure tachée de sang. Et donc Cléo va essayer de comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, malgré le fait qu'elle ait du mal justement à supporter sa mère. Hein, voilà, elle a une espèce de rancœur envers elle. Et donc évidemment, elle va déterrer des secrets, tout ça, tout ça. Bon après voilà, c'est très classique hein, comme synopsis.
Les apparences sont trompeuses, les révélations explosives, tout ça, les liens familiaux mis à rude épreuve, c'est vraiment typique du thriller domestique. Mais je sais pas, moi c'est vrai que c'est les trucs un peu clichés qui peuvent marcher sur moi. Tout va dépendre du message du livre en fait, hein. Vraiment, moi c'est ça. Moi c'est ça qui fait la différence entre les thrillers, enfin deux choses. Entre les thrillers domestiques que j'adore et ceux que je déteste, c'est le message. Deux, la vraisemblance. Disons que j'accepte qu'il y ait des invraisemblances dans les thrillers domestiques parce que c'est un peu le principe, vous savez, les coïncidences heureuses et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand il y a une avalanche de twists sortis de nulle part à la fin, non, c'est un non. Voilà. Donc, à voir. Non, j'ai pas lu Laurence, j'ai vu quand tu en avais parlé, mais je l'ai pas lu. Donc voilà pour celui-ci qui sortira donc chez Hauteville. Ce qui est bien chez Hauteville, c'est que c'est pas très cher, hein. Voilà, on est encore en dessous de 20 euros. Enfin, en dessous. On est à 20 euros, quoi. On passe, là aussi c'est pareil, c'est un peu moins cher. On passe au 5 septembre avec la sortie du nouveau Benoît Sévrac, Le bruit de nos pas perdus. Alors Benoît Sévrac, il me semble que c'est plus contemporain, peut-être un peu noir, mais là on est vraiment sur du polar. A priori, ça sortira donc, comme d'habitude, chez la Manufacture des Livres. Et donc, dans cette histoire, on va suivre le commandant Cérizol à la crime de Versailles, qui a enfin une équipe opérationnelle. Donc dans son équipe, il y a un jeune pro du taekwondo, à l'instinct très sûr, on dit, un adjoint sexagénaire qui gère ses dossiers aussi bien que sa famille nombreuse, et une nouvelle recrue. Une jeune femme de caractère qui est prête donc à se tailler une place dans ce cercle résolument masculin. Donc ils vont être 4 pour faire face aux affaires qui s'accumulent, et notamment un corps anonyme momifié qui va être abandonné au cimetière. Ensuite, il y a une jeune femme qui s'est apparemment suicidée alors que tout semblait lui sourire, donc c'est un peu mystérieux. Et enfin, il y a également autre chose qui cette fois va toucher directement le commandant Cérizol. C'est sa femme Sylvia qui est partie pour une compétition handisport au Japon qui ne donne plus signe de vie. Et donc on va suivre les enquêtes de cette équipe de flics et en fait tout ce qui va derrière. Donc évidemment on va être encore, donc c'est un polar, mais on va être dans un polar social, sociétal, hein. Voilà, c'est Benoît Sévrac. Moi j'ai toujours pas lu cet auteur, honte à moi, j'en ai un dans ma palle. C'est lequel déjà? Tuer le fils, qu'il faut absolument que je lise, que tout le monde m'avait hautement recommandé, et qui d'ailleurs je crois même était dans ma palle de l'année, je sais plus. Oupsie. Mais oui, il faudra que je lise un jour cet auteur. Voilà. Et celui-là, il a l'air encore extrêmement intéressant. Voilà. Ouais, la couverture est assez classe. Coucou Jeanne, comment ça va? Anatomie d'un scandale, j'avais adoré ça. Pourquoi vous parlez d'Anatomie d'un scandale? J'ai pas vu. Je sais pas, j'ai vu ça, mais en tout cas, sachez que j'ai adoré ce livre, moi, Anatomie d'un scandale. C'est ça? Ah non, pardon. C'est pas celui-là. Celui-là, je l'ai pas lu. C'était un autre de l'autrice, celui que m'a offert Viviane. Comment ça s'appelait? Fragile réputation. Voilà. Anatomie d'un scandale, je l'ai pas encore lu, mais il faut que je le lise. Il est dans ma palle. C'est Fragile réputation que j'avais adoré. Autant pour moi. Mais Julia qui sait mieux. Julia qui sait mieux que moi ce que j'ai adoré, putain. La honte. Enfin, la honte, c'est pas que tu saches, mais que mes auditeurs, on va dire, que mes abonnés sachent mieux que moi ce que j'ai lu. J'adore. Merci Michel qui offre un abonnement encore. Eh ben, que de cadeaux. Non mais je... Après c'est bon, j'étais pas loin, c'était la même autrice, pardon. J'étais sur la bonne autrice. C'est Sarah Vaughan. J'étais sur la bonne autrice, mais pas sur le bon livre. Bref, allez, la suite. C'est parti. Donc, toujours le 5 septembre sortira un young adulte horrifique.
Ça, on aime. Moi, j'aime. Alors, ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a quelques romans d'horreur hein, dans ces sorties septembre. Je me dis, ça fleure bon Halloween, tout ça. Donc, c'est Dans la forêt profonde de Kate Purcell plutôt, qui sortira donc chez Robert Laffont dans leur collection R, hein, c'est leur collection Young Adult. On est dans la petite ville de Cabal Hollow où il y a 2 attractions, donc la forêt qu'on dit habitée par le terrifiant homme papillon. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Et le restaurant, donc restaurant La Lune des Moissons, c'est le nom du restaurant, qui est tenu par les femmes de la famille James. Et donc on va suivre Lyndon James, qui est une des 3 sœurs James, qui est née avec d'étonnants pouvoirs. Elle est capable de goûter les émotions de ceux qui l'entourent. Et le problème, c'est que ce don lui a coûté son amitié avec Cole, donc, qui était en plus visiblement son crush aussi, qui est le fils du maire. Donc on ne sait pas pourquoi. Hein. Et il se trouve qu'un jour, le corps d'une adolescente va être retrouvé dans la forêt et Lyndon va décider d'utiliser son don, une espèce de don d'empathie comme ça, pour percer les mystères de sa mort. Et il se trouve que ce drame semble lié à un meurtre non élucidé d'un enfant qui a eu lieu 20 ans plus tôt. Et il se trouve aussi que Lyndon elle-même a disparu, on nous dit, l'année précédente, mais elle ne s'en souvient pas. Voilà. Donc, à part qu'elle a des cauchemars par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mêlent comme ça. Ça me fait penser, alors c'est marrant parce qu'on parle de Cabal Hollow, moi ça me fait penser aux sœurs Hollow, justement. C'était aussi un young adulte horrifique. Après, je pense pas que ce soit le même délire. Et j'espère pas d'ailleurs, même si j'avais beaucoup aimé, parce que j'aime bien les trucs d'histoire un peu originales. Mais ouais, ça ressemblait un petit peu. C'était pas mal, les sœurs Hollow. C'était une autrice australienne, mais j'ai oublié son nom. Bref, voilà. Je n'ai pas les sous-titres. Ah, pourtant ils sont là, les sous-titres. Les sous-titres sont bien là, je les vois, moi. C'est bizarre. Ah, merci Karine. Donc ils sont bien là, c'est déjà ça. Ça vient pas de moi. Des arbres. Oui, il y a la forêt en plus. Il y a la forêt, il y a les arbres. Putain, merde. Ah, tiens. Si d'ici là je l'achète, on sait jamais. À moins, s'il est sur NetGalley peut-être. Je pourrais le lire pour La Nuit Sauvage là. Je vais tout le temps avoir la chanson La nuit est chaude, elle est sauvage. Je vais avoir ça dans la tête toujours. Bref. Ah, ouais, ça peut bugger, hein, désolé. Comme vous savez, hein, je rame toujours, j'ai toujours pas. Il faut vraiment que je revoie les paramètres d'OBS ou voir que je change de logiciel de streaming parce que franchement, OBS, c'est vraiment pas la panacée. Hein. Bref, donc voilà, Dans la forêt profonde, ça me fait aussi un petit peu penser au livre que j'ai récemment lu là. Pareil, c'était aussi un young adulte horrifique. Comment ça s'appelait les ficelles mince. Ce que font les filles à la nuit tombée. Je crois que c'était ça. C'était vachement bien ça aussi. Et c'était aussi un truc avec une forêt et tout. Bon bref. Bref, bon voilà, on verra bien en tout cas pour celui-ci. On est toujours le 5 septembre, encore un roman horrifique, alors là d'un tout autre style. Il s'agit du Téléphone carnivore de Ionesbo qui sortira donc chez Gallimard. Alors, j'avoue que je suis étonnamment ravie, enfin non, comment on pourrait dire, je suis agréablement surprise, je sais pas comment. Bref, que Ionesbo nous sorte un truc horrifique old school comme ça, voilà, parce que clairement, rien qu'à la couverture et au titre, c'est clairement un hommage aux vieux romans horrifiques des années 80 à la Graham Masterton, un peu Stephen King aussi, hein, bien sûr, mais Dean Koontz, ce genre de truc. Clairement, on est là-dedans, mais j'aime trop ce genre de référence. Moi, j'ai déjà trop envie de le lire. Vraiment. Ah non, mais justement,
justement, la couverture est géniale, Mathilde. C'est complètement un hommage. C'est complètement un hommage à ces vieux romans horrifiques des années 80. C'est fait exprès. C'est ça qui est génial. Au contraire, moi j'adore cette couverture old school. C'est donc voilà. Et là, clairement, mais clairement, l'hommage est absolument assumé. C'est un peu du second degré, je pense. Mais voilà, là, donc on suit donc Richard, c'est un adolescent qui a 14 ans, il est très mal dans sa peau. Ses parents sont morts et il va être recueilli par son oncle et sa tante dans une petite ville. Alors évidemment, il s'ennuie, c'est une toute petite ville. Et son seul ami, c'est Tom, qui est bègue et qui est moqué de tous. Alors excusez-moi, mais bon, référence à ça aussi. Hein. Euh, et donc, il se trouve que Tom va disparaître et qu'on va accuser Richard de l'avoir poussé dans la rivière. Sauf que Richard va dire ce qui s'est vraiment passé, il va raconter que en fait il faisait des blagues dans une cabine téléphonique. Alors en plus voilà, référence cabine téléphonique années 80 de fou, hein. Voilà, clairement ça se passe pas de nos jours. Il faisait des blagues tous les deux, voilà, hein, j'imagine en appelant n'importe quel numéro pour se faire passer pour quelqu'un. Et il s'est passé que, alors que Tom était au téléphone, le combiné a commencé à le manger. Donc il a commencé à lui dévorer l'oreille, la main, le bras, etc. Et puis Tom tout entier. Et donc évidemment, personne ne va croire Richard, sauf Karen, qui va donc, voilà, une jeune femme, je sais pas, on sait pas trop, qui va l'encourager donc à mener l'enquête, puisque la police ne veut pas le faire. Le problème, c'est que Richard, comme il est suspecté, je rappelle, d'avoir tué son ami, il va être envoyé en centre de redressement et il va réussir à s'enfuir avec la complicité de jumeaux maléfiques. Non mais tout y est, on est dans Chair de poule, quoi, c'est génial. Et ils vont arriver dans un manoir abandonné dans la forêt où vont se succéder les phénomènes paranormaux. Donc clairement, voilà, c'est clairement du second degré. On est vraiment dans un pastiche, dans une satire de ces romans, voilà, ces romans old school, horrifiques de l'époque, Graham Masterton. Comment il s'appelle l'auteur de Hellraiser, Clive Barker. Enfin bon, il y en a plusieurs comme ça là. Bref, mais oui, ça a l'air grave cool pour Halloween, mais complètement. C'est complètement un truc d'Halloween et moi je kiffe. Moi c'est vraiment, j'ai trop envie de le lire. J'ai trop envie de le lire. Voilà, c'est un roman parfait pour Halloween. Et je sais pas, en plus moi j'aime beaucoup la plume de Ionesbo. Du coup ouais, je suis assez étonnée qu'il soit lancé dans un truc comme ça. Je sais pas hein, quel était le postulat de départ pour voilà, ce parti pris est assez étonnant. Mais ouais, la plume de Ionesbo avec ce type-là, ouais, pourquoi pas. Franchement, carrément. Et oui, en plus, oui, voilà, il est pas très cher. 19 euros, complètement. Ça change un petit peu. En risque d'avoir peur des téléphones. Ça, c'est typiquement le genre de truc, voilà, dans les années 80, ce serait sorti dans les années 80, tout le monde aurait eu la phobie des téléphones. C'est typiquement ça, quoi. Bref, donc voilà, en tout cas, pour celui-ci, je sais que Kim, je crois pas qu'il l'ait vu, celui-ci. Mais clairement, s'il le voit, c'est clair il va avoir envie de l'acheter aussi. C'est obligé. Je le connais, c'est tout à fait son genre de kiff, quoi. Voilà. Oui, on avait lu ensemble De la jalousie, donc qui était un recueil de nouvelles de Ionesbo. C'était très bien, mais rien à voir avec ça pour le coup. Allez, je passe à la suite. On est toujours le 5 septembre. On change de style totalement. Sortira 3 fois Elle de Anne Loyer aux éditions Slalom. Donc petit roman young adulte, un peu féministe visiblement. Donc dans cette histoire, on est sur 3 temporalités, 3 femmes. Alors je crois que c'est 3 femmes de la même famille. Ouais, c'est ça. C'est la grand-mère, la mère et la fille. Voilà. Donc on est en 1972, on suit Renée,
qui a à peine 18 ans et de grandes ambitions. Elle vient d'entrer à la Sorbonne. Elle veut étudier, profiter de la vie, des opportunités et surtout écrire. Mais le problème, c'est que, alors on comprend à demi-mot, j'ai l'impression qu'elle va tomber enceinte, et que, parce qu'on nous dit, je lis et je pense que vous allez comprendre comme moi, on nous dit, cette nouvelle liberté comme celle d'aimer et de disposer de son corps est stoppée brutalement, le choix on ne le lui laissera pas vraiment. Donc soit elle tombe enceinte, soit il y a un autre truc effectivement qui est stoppé par le fait que ce soit une femme, mais j'y crois pas mal parce qu'on est en 72, donc c'est peu de temps avant la loi Veil, donc ouais. Ensuite, on est en 1992, 20 ans plus tard. Bah oui, en plus, bon, bah du coup, oui. Sa fille Sylvie, donc je suppose que c'est la fameuse fille qu'elle n'a pas pu avorter. C'est horrible en vrai. Mais bon. Sa fille Sylvie, donc, a tout pour réussir. Mais ses rêves sont bien loin de ceux de René et de ceux que la société attend d'une jeune femme de son âge. Donc voilà, elle, carrément, elle veut pas suivre un truc classique de, j'imagine, mariage, enfant, tout ça. Et enfin, en 2022, c'est Maxime. Alors Maxime, c'est malgré son prénom, c'est une femme aussi. Hein. Maxime, qui est donc la fille de Sylvie, donc la petite fille de René. Qui est voilà, qui elle aussi, bah oui, voilà, elle aussi va devoir tracer sa voie dans un monde d'hommes. Voilà, donc une fresque, on nous dit une fresque familiale poignante sur les espoirs et les rêves de femmes qui se heurtent aux injonctions de la société, mais aussi aux attentes des générations précédentes. Voilà, il y a aussi la thématique du conflit de génération qui peut être très intéressant. Bon, voilà, moi c'est slalom, hein, vous savez. Alors slalom, ça le fait pas toujours, mais n'empêche que, en général, c'est des bonnes lectures. Bah, en tout cas, c'est jamais des mauvaises lectures. C'est jamais des mauvaises lectures. C'est rarement des coups de cœur, mais c'est jamais des mauvaises lectures. Donc ça peut être intéressant. Je l'ai mis. Je suis pas sûre de l'acheter, surtout que je trouve pas moche cette couverture, mais je la trouve pas extraordinaire non plus. Encore un que je vais demander en respect. Slalom. La meuf demande toutes les sorties de slalom en SP sur NetGalley. Bref. Allez, je passe à la suite. Je crois qu'on va quitter le 5 septembre. Effectivement, on saute au 11 septembre. Et on change de style avec Les Portes de Lumière de Vajra Chandrasekera, qui est un auteur sri-lankais. Ça sortira chez Bragelonne et donc on voit que c'est un roman qui a eu du succès puisque donc il a eu le prix Nebula 2024, le prix Crawford et le prix Locus du premier roman. Rien que ça, 3 prix la même année, 3 gros prix. En plus, Nebula et Locus, c'est quand même pas rien. Et donc, dans cette histoire, alors, c'est pas très... Je crois que c'est pas... Ah si, quand même, ouais. J'allais dire, c'est pas très clair, le synopsis. Je me souviens plus, en fait. Je me souviens plus. Donc, on est dans un monde imaginaire hein, qui s'appelle Luria. Et voilà, on nous dit les apparences sont toujours trompeuses, les portes se comportent de manière étrange et une fois fermées, il leur arrive de ne plus jamais s'ouvrir. Donc la cité de Luria est parsemée de ces portes qu'on appelle des portes de lumière. Ce sont des portails inquiétants à travers lesquels souffle un blizzard sans fin. Et donc on va suivre Entrave, oui c'est un prénom, c'est un homme. Qui va évoluer dans cette mégalopole. Et voilà, il va découvrir, en fait, on nous dit qu'il a été élevé pour tuer et qu'il va découvrir quel genre d'homme il est vraiment. Et cette découverte va conduire à une réécriture du monde. Voilà, j'en sais pas plus. Voilà, on nous dit qu'il a une enfance sanglante et qu'il va s'enfuir de la petite ville rurale où il est né pour s'installer donc dans cette cité de Luria. Voilà. Coucou Elsa, comment ça va? Donc, intéressant. Intéressant, même si je suis pas très fantasy, je sais pas, le fait qu'il ait gagné pas mal de prix comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. C'est qu'il y a quelque chose.
Et puis, ouais, un auteur sri-lankais, ça change un petit peu. Donc voilà, en tout cas, pour celui-ci. Sortira donc le 11. Et on reste le 11 septembre avec un manga. Manga grand format, donc. Hein, parce que les mangas format classique, je les présente dans mes sorties poches. Donc il s'agit de La résidence où l'on meurt en silence de Nazuna Saito, qui est une autrice, qui sortira chez Le Lézard Noir. Le Lézard Noir, c'est notamment les éditions qui rééditent les œuvres de Kazuo Umezu, un des maîtres de l'horreur dont s'inspire d'ailleurs Junji Ito. Et donc dans cette histoire, en fait, alors il y a pas le synopsis est pas spécialement précis, c'est-à-dire qu'on va pas suivre des personnages en particulier. On sait juste qu'on est dans une cité HLM vieillissante. Autrefois, c'était une ville nouvelle, assez dynamique, et maintenant, il n'y a plus que des personnes âgées, isolées, et leurs chats. Voilà, parce que je rappelle qu'au Japon, le chat est extrêmement important. Les Japonais adorent les chats. Et on nous dit, voilà, on va suivre en fait ces personnes âgées qui ont une seule perspective pour leur fin de vie, c'est la solitude. Voilà, c'est triste, hein, c'est hyper triste. Voilà, donc c'est pareil, voilà, c'est un manga qui date un peu, hein, c'est pas un manga qui vient de sortir. J'ai pas la date précise, mais du coup qui vient d'être édité en France. Voilà, donc on dit qu'elle pratique pas mal l'humour et l'autodérision, Nazuna Saito, et qu'elle aime bien dépeindre le quotidien de gens ordinaires sans chercher à enjoliver ni à noircir la réalité. Voilà, réflexion sur le sens de la vie, tout ça. Bon, après, ça c'est typiquement japonais. Voilà pour celui-ci. Moi, je sais pas si j'irai, honnêtement, mais j'aimais bien l'idée. Et puis bon, ça parle de chat. Celui que ça parle de chat. D'ailleurs, il va y avoir quelques chats, là. Je vous le dis. Et encore, j'ai pas mis tous les livres avec des chats. Ensuite, toujours le 11 septembre, cette fois, on est avec une BD qui s'appelle Citer un homme. Regard dessiné sur les masculinités, et en fait il n'y a pas d'auteur tout simplement parce que c'est un collectif d'auteurs, notamment c'est un recueil de 24 textes, alors je ne sais pas s'il y a autant d'auteurs que de textes, qui vont parler de la masculinité, voilà, des rôles genrés, et si pour faire évoluer les mentalités vers plus d'égalité, de liberté et d'adelphité, le partage d'expériences était un levier. Et donc, on va suivre des auteurs et autrices d'opinions et de générations différentes qui se sont lancés pour répondre à cette question. Voilà, donc ça va aborder la masculinité par différentes portes d'entrée, comme le regard genré en tant qu'artiste, la condition d'homme racisé, le rôle du vêtement, l'utilisation des toilettes publiques en tant que personne transgenre, la gestion des hommes violents ou encore les attentes sur la taille du pénis. Et oui. Voilà, donc ça mêle fiction, autobiographie, essai, il y a un peu de tout en fait, chaque auteur et autrice y est allé de son style, hein, à lui ou à elle, voilà, donc intéressant, petit album, petit recueil comme ça, d'histoire sur la masculinité, voilà, moi j'aimais bien l'idée, donc je vous l'ai mis, je sais pas si je vais l'acheter, parce que j'ai trop de BD dans ma wishlist, honnêtement. Oui, la couverture est pas mal. Mais voilà, en tout cas, ça peut potentiellement venir enrichir ma déjà très très longue wishlist de bande dessinée. Il y a des chances. Voilà, en tout cas, donc ça sortira chez Glénat. Toujours le 11 septembre, on change de style avec un petit thriller domestique again, hein, enfin domestique je sais pas, en tout cas un thriller. Il s'agit de Ton secret de Stacy Willingham qui sortira chez Talent Édition. Et dans cette histoire, donc on va suivre Margot, Sloane et Nicole. Voilà, ce sont trois amis eux,
qui vont être interrogées par la police parce qu'elles sont 4 colocataires et la 4e a disparu. Donc elle s'appelle Lucy. Elle a disparu sans laisser de traces. On est dans une maison étudiante aux États-Unis, classique, les sororités, vous savez. On va être aussi 2 ans plus tôt où Elisa, qui était la meilleure amie de Margot, a perdu la vie dans des conditions assez tragiques, mais étonnamment, assez troubles, lors d'une fête de fin de lycée, juste avant leur entrée à l'université. Et Margot, alors qu'elle vient de passer une première année de fac un peu en retrait, elle va se faire aborder par Lucy, donc une autre étudiante. Donc on rappelle que c'est celle qui a disparu, qui va disparaître plus tard. Lucy va lui proposer, donc elle est un peu populaire, un peu mystérieuse, et elle va lui proposer d'emménager avec 2 autres filles dans une maison un peu hors du campus. Et Margot va accepter, voilà, parce qu'elle a envie de prendre un nouveau départ, donc elles vont vite devenir inséparables. Et il se trouve que quand elles vont... Le synopsis est un peu long, je vais peut-être pas tout raconter en fait. Bon, déjà ça suffit, voilà. On sait qu'il y en a une qui va... La fameuse Lucy va disparaître. Voilà, il y a un garçon qui s'immisce dans l'histoire, voilà. Je ne sais pas plus. Donc c'est pas un thriller domestique en tant que tel, parce qu'on n'est pas vraiment dans le cadre de la famille, du voisinage, voilà. On est plus là dans l'université. C'est pas un young adulte, malgré tout. Mais voilà, moi ça peut me plaire. J'aime bien les histoires d'étudiants, tout ça. Donc pourquoi pas. Bisous Michel, bonne soirée. Merci d'être passé. Comme d'habitude. Donc voilà, ouais, ça peut potentiellement m'intéresser. Après, honnêtement, j'irai pas l'acheter. De toute façon, j'achète rarement des thrillers. Je vous l'ai déjà dit, déjà parce que les thrillers, on les trouve très facilement d'occasion. Ils mettent pas longtemps à sortir en poche. On les trouve aussi facilement en e-book, pas trop cher. Donc au final, bon, j'achète rarement, voire jamais, un thriller plein pot dès sa sortie. Voilà pour celui-ci en tout cas. On passe au 12 septembre. Sortira Avant que le diable ne te trouve d'Autumn Krause. Je suis pas sûre de la prononciation. Et on est encore dans de l'horreur young adulte. Et oui, ben oui, parce que pourquoi pas. Donc ça sortira chez Sabran, qui est une sous-édition de Deux Saxus. Il est absolument magnifique au passage, évidemment, comme beaucoup des livres de Sabran, vraiment, voire tous d'ailleurs. Donc on est en 1836, dans le Wisconsin. On va suivre Catalina qui habite avec son frère et son père dans une cabane à la lisière de la forêt. Bon, il y a un peu en mode un peu survie finalement. Et un jour, un être terrifiant, on nous dit tout droit sorti d'un conte, qui est surnommé l'homme de Sèvres. C'est pour Séverine ça. Cet homme va les attaquer et enlever le frère avant de disparaître dans la forêt. On est encore dans une histoire de forêt, décidément. Voilà. Et donc Catalina va décider de partir à la recherche de cet homme pour retrouver son frère. Donc elle va partir à travers les bois avec le couteau de son père. Elle va y croiser un jeune bûcheron qui va lui prêter main forte. Et donc ensemble ils vont devoir faire face aux créatures inquiétantes et aux esprits torturés qui peuplent la forêt. Voilà. Mélange habile de folklore, de poésie et d'horreur. Pour un résultat tout à fait original. Voilà ce qu'on nous dit. Donc ça parle pas mal des folklores américains, un peu mythologie mythologie locale. Ça peut être intéressant, je trouve. J'aime bien. Ça change un peu des young adultes fantasy, fantastique, un peu habituels, quoi. Donc, bisous Julia, bonne lecture, pardon. Je viens de voir que tu partais, excuse-moi. Bonne lecture. Et merci d'être passé. C'est plus de l'horreur, Laurence. C'est du fantastique horrifique, quoi, a priori. Ou paranormal, je sais pas trop. Voilà, c'est truc horrifique en tout cas.
C'est pas de la fantaisie, hein, parce que c'est dans un vrai, c'est dans le vrai monde, dans un vrai endroit. On est dans le Wisconsin. Par contre, on est en 1836, hein, attention. On n'est pas de nos jours, mais c'est pas du tout de la fantaisie. Voilà. Ah, c'est pas la plus belle coupe, forcément, il y a des trucs magnifiques. Mais bon, là, j'aime bien, moi, ce côté. Alors, en plus, bon, je veux pas dire, mais moi, c'est marrant parce que le truc du bûcheron et tout ça, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Blanche-Neige. Mais c'est le chasseur dans Blanche-Neige. Mais du coup, je vois la pomme sur la couverture. Je me dis, bon, est-ce que c'est un hasard? Je sais pas. Il y a peut-être un côté chaperon rouge, du coup, je pense à rouge aussi. Mais rouge, déjà, dans rouge, il y avait de grosses références à Blanche-Neige aussi, hein. Bref. Mais du coup, ouais, je pensais à ça, je sais pas pourquoi. Et du coup, je vois la pomme, je me dis merde. Bon, après le diable, c'est aussi, voilà, ça peut être aussi référence à la pomme de Ève, de Adam et Ève, voilà, parce que le serpent, le diable, tout ça, je sais pas. Je sais pas, les références peuvent être tellement multiples, surtout qu'on nous dit que ça va aussi parler de folklore local, donc bon. Donc voilà, en tout cas, pour celui-ci, moi j'avoue que... coucou Nelly, pardon, je t'avais pas vu, j'espère que tu vas bien. Moi je vous avoue que potentiellement celui-là je pourrais y aller, ouais. En plus il est très très beau. Ouais, j'attendrai de voir un petit peu les retours. Mais ouais, j'avoue que il me tente pas mal celui-là. Et oui, le fruit du péché, exactement. Bref, voilà en tout cas pour celui-là. On reste le 12 septembre et on reste dans le young adulte, mais alors pas du tout le même délire, avec Moi de Lee Hee-young, qui sortira chez Decrescenzo. Et autant vous dire que celui-là, je vais aller le réclamer. Je vais clairement aller. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, qu'ils éditent du young adulte. Et franchement, en plus, c'est du fantastique, ça a l'air vraiment hyper intéressant. Donc, on va suivre Souris. S-U-R-I, pas comme l'animal. Souris qui est une lycéenne plutôt exemplaire avec une existence parfaitement organisée. Et Ryu qui lui est un jeune garçon qui a un peu été forcé par la vie à devenir autonome. Donc Souris et Ryu vont malheureusement être victimes d'un accident d'autobus. C'est marrant parce que je parlais de limite le manga avec un accident d'autobus aussi, mais voilà. Et ils vont perdre connaissance, ils vont se réveiller tous les deux aux urgences, à l'hôpital. Jusque-là, rien d'anormal. Mais les réactions de leur famille sont un peu étranges. Voilà. Personne ne répond à leurs questions. On nous dit leur entourage se contente de regarder les lits où leurs corps sont allongés. Donc là, on comprend a priori qu'ils sont dans le coma, hein, qu'ils sont conscients, mais ils sont dans le coma, tous les deux. Et il se trouve qu'un homme mystérieux, un jour, en tout cas, voilà, alors qu'ils sont à l'hôpital, un homme mystérieux va leur annoncer que leur âme est en train de s'échapper de leur corps et que s'ils ne parviennent pas à revenir, enfin à garder leur âme, en tout cas, à revenir à la vie, à la conscience, voilà, je vais y arriver, d'ici la fin de la semaine, eh ben, ils vont devoir suivre leur âme dans l'autre monde. Voilà, en gros, il va falloir qu'ils arrivent à se réveiller, à sortir du coma. Et donc, on nous dit, Souris et Ryu vont s'engager dans une aventure à la découverte de leur véritable moi. Ça a l'air trop bien. Alors, c'est pas du tout un truc sombre, hein, c'est un truc plutôt, je pense, un petit peu feel good. Mais bon, voilà, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien cette idée là, voilà. Moi j'aime bien la couverture, je la trouve épurée, classe avec ce bus là sur le pont, le reflet du bus et tout. Moi j'aime bien. J'aime pas le bandeau, par contre ça me saoule le bandeau là qu'ils ont mis là, rouge. Bandeau rouge, ça jure, ça détonne sur le reste de la couverture. Mais bon. Mais ouais, je pense que j'irai le demander celui-ci. Voilà en tout cas. Ce petit young adulte chez Decrescenzo. Bon, je rappelle qu'on est en Corée du Sud. On reste le 12 septembre avec une bande dessinée cette fois, alors plutôt jeunesse, hein,
Il s'agit de Musulmanes du monde à la rencontre de femmes inspirantes de Élise Saint-Julien et de Elka Imani. Elka Imani qui est elle-même une dessinatrice musulmane, voilée d'ailleurs. Et donc voilà, on va suivre le parcours, en fait on va suivre les portraits de 30 femmes musulmanes à travers le globe et les époques. Donc 30 portraits de femmes musulmanes inspirantes, sportives, scientifiques, militantes, entrepreneuses, figures contemporaines ou plus anciennes. Elles ont œuvré ou œuvrent encore pour un monde meilleur en s'engageant, en cassant les préjugés et en accomplissant des actes de bravoure. Bon voilà, je pense que par les temps qui courent, c'est bien d'avoir quelque chose de positif comme ça. Sur l'islam, en tout cas enfin c'est pas sur l'islam, c'est surtout les femmes musulmanes. Et alors ouais, en plus, donc Face Cachée édition, c'est une, je me suis renseignée un petit peu du coup, donc c'est une édition qui est assez récente. Pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de livres alors actifs, mais c'est eux notamment qui éditent la BD de Rakid. Je sais pas s'il y en a qui suivent Rakid, alias Rachid Sghini, pardon. Rakid, c'est un BDiste d'internet assez connu sur Insta notamment. Voilà, moi je le suis, je le trouve assez drôle et tout. C'est drôle, assez perspicace, assez pertinent. Donc voilà, j'ai découvert que c'était sa maison d'édition. Parce qu'il a sorti, il a eu la chance d'avoir une de ses BD éditée donc au format papier. Et donc voilà, cette même maison d'édition, Face Cachée édition, nous sort donc un livre avec des portraits de 30 femmes musulmanes. Voilà, c'est top. C'est top, c'est top. Ensuite, on est toujours le 12 septembre et on revient dans du thriller domestique un peu classique. Tout était si parfait de Jamie Lynn Hendricks. Et donc là, on est où On va suivre un groupe d'amis qui partent de New York pour aller célébrer le mariage de l'une d'entre eux, en fait, à Miami. Excusez-moi, j'ai mal au ventre. Donc si je m'arrête, c'est parce que je souffre un petit peu. Ça peut arriver. Ça va passer. Donc ils sont tous unis, ils sont toujours là les uns pour les autres, mais en fait évidemment le coup classique, chacun d'entre eux cache des sombres secrets, tout ça. Et notamment chacun d'entre eux a une raison de vouloir la mort du futur marié. Donc si on lit ça, c'est qu'on se doute que le futur marié qui s'appelle Trevor va clamser. Hein. Parce que voilà, pour eux, ce mariage est une mascarade. Trevor est prêt à tout pour épouser Fiona, y compris à faire chanter tous les amis de sa future épouse. Mais évidemment, au moment où il va enfin lui passer la bague au doigt, il va mourir en pleine célébration, officiellement d'une réaction allergique. Donc voilà, meurtre ou accident, évidemment, tout le monde est suspect, il va y avoir une enquête en huis clos, tout ça. Bon, c'est très classique, mais moi j'avoue, c'est assez efficace. Ça me fait penser du coup, bah voilà, récemment j'ai lu un livre comme ça, sur un huis clos dans un mariage, thriller. C'était quoi déjà? L'invité de trop, de Lucie Folly. Ben voilà. Merci Nelly. Ça va aller. Et c'est un peu des crampes intestinales en fait. Donc voilà, écoutez, ouais, moi ça peut potentiellement m'intéresser. Classique, mais pareil, j'irai pas l'acheter là plein pot, hein, vraiment. Mais ouais, j'aime bien l'idée, c'est huis clos, dans un mariage, tout ça, avec un groupe d'amis. Ouais, ça m'étonne pas, Viviane, que ça t'inspire aussi. Donc ouais, potentiellement, moi ça peut me plaire. Tout à fait le genre de truc le genre de lecture un peu, voilà, un peu légère, un peu sympathique qui peut me plaire. Voilà en tout cas pour celui-ci. On passe au 13 septembre avec la sortie d'un manga pas banal pour le coup. Il s'agit de Le monde dans leurs yeux de Ebine Yamaji, qui est une autrice japonaise, d'où le fait que ce soit manga d'ailleurs, hein, vous allez me dire.
Mais bon, je précise parce que c'est un manga qui va nous amener aux quatre coins du monde. À la rencontre donc de jeunes filles, et notamment voilà, de la condition de ces jeunes filles et de leur destin. Et donc c'est l'occasion voilà, d'observer les différentes sociétés patriarcales dans lesquelles elles vivent. Donc clairement un manga féministe. Donc notamment, voilà, on va être en Arabie Saoudite, au Maroc et même au Japon, évidemment. Hein. Et voilà, on va suivre différentes jeunes filles qui vont être bridées, brimées par le patriarcat. Ça a l'air super intéressant. Hein. Voilà, c'est bien, des mangas féministes. C'est malheureusement pas aussi courant qu'on ne le voudrait. Donc, et puis là, voilà, ce qui est bien, c'est que oui, elle va parler évidemment de pays arabes, etc., mais pas que. Et elle va aussi critiquer son propre pays. Voilà, on n'est pas dans un truc un peu raciste qui dirait que, ouais, regardez ailleurs. Non, non, là, c'est tout le monde est dans le même panier, en fait. Hein, voilà, il n'y a pas de. Mais voilà, c'est intéressant, en tout cas. Ça sortira chez Dupuis. Et voilà, dans leur collection Alpha. Et du coup, moi, j'avoue que je peux potentiellement y aller. C'est un one-shot en plus. Hein, c'est un one-shot. Ça m'intéresse. Voilà, pour celui-là. On est toujours le 13. Et sortira donc une adaptation d'un classique de la littérature en BD, puisqu'il s'agit de Sa Majesté des Mouches de William Golding, qui va être adapté en BD par Aimée de Jong. Je suis pas sûre de la prononciation. D'ailleurs, c'est une autrice néerlandaise. Donc voilà, bon, est-ce que je dois vous reparler de l'histoire de Sa Majesté des Mouches, hein. Voilà, on suit une bande d'enfants, de garçons, hein, précisément, qui sont tous issus de la haute société anglaise et qui vont, en fait, alors qu'ils prennent tous l'avion, il va y avoir un crash et donc ils vont se retrouver échoués sur une île déserte. Tous les adultes qui les accompagnaient sont morts, il ne reste que des enfants. Et ils vont être livrés à eux-mêmes, voilà, sur une île certes paradisiaque, mais aussi très hostile. Et voilà, ils vont se retrouver un peu à créer une micro-société. Moi, j'avais adoré hein, ce livre quand j'étais jeune, je me souviens. Ouais, voilà, 35 balles, mais en même temps 352 pages, quoi. Ce qui est quand même rare pour une BD. Donc on rappelle, hein, les BD, c'est toujours beaucoup plus cher qu'un roman, tout simplement parce que le travail d'édition est quand même pas le même. Hein. On a des pages qui sont plastifiées, platinées, je sais plus comment on dit, bref, qui sont colorées et voilà. Donc on est sur un travail d'édition un peu bien au-dessus des romans, donc forcément ça explique le prix très élevé. Voilà. Mais oui, c'est ça, Malo. Moi aussi, j'irai feuilleter pour voir un petit peu les dessins. Surtout qu'il n'y a pas de. D'habitude, ils mettent des. Enfin, d'habitude. Parfois, ils mettent des planches sur Amazon, mais là, ils n'en ont pas mis. Donc, je ne sais pas. Ouais, alors il est. En fait, c'est vrai, tu as raison, hein, Yuno, il est toujours catégorisé en jeunesse. Maintenant, oui, c'est parce que c'est des enfants, mais en vrai, c'est pas parce que y a des enfants comme héros que. Mais après, voilà, c'est quelque chose qu'on trouve au CDI, au collège. Moi que j'ai lu, je devais pas être bien âgée hein, pour le coup. Je pense que j'étais même très jeune. Donc bon, à l'époque. Mais bon, c'est marrant parce que c'est vrai qu'à l'époque, bon déjà il y avait du Stephen King aussi, hein, au CDI du collège. Mais tu avais des romans qui étaient catégorisés jeunesse, genre Le Meilleur des Mondes par exemple. Bon, quand tu y penses, c'est ouf, hein. Bref, donc voilà. Donc tout est relatif. Hein. Je pense que les trucs jeunesse de l'époque, c'est pas les trucs jeunesse d'aujourd'hui. Euh, Bref, voilà en tout cas pour celui-ci qui sortira chez... Enfin, cette BD qui sortira chez Dargo. Voilà. Ouais, c'est très relatif, complètement. En tout cas, la couverture est classe. Hein. La couverture est très classe. Bon.
Je pense, oh, je suis pas sûre de l'acheter à 35 boules vraiment, mais c'est bien. Voilà, comme c'est une adaptation de livre, je vous l'ai mis. Ensuite, on saute au 18 septembre. Alors là, c'est ma cam, ça, hein, vous le savez. Tout à fait ma cam. Le café secret des nuits de pleine lune de Mai Mochizuki, qui sortira chez Nami. Et il y a des chats. Des chats du Japon, voilà. Que demande le peuple? Et en plus, on est dans un café. Allez, franchement, depuis... Mais en vrai, je pense que le café, tant que le café est encore chaud, ça a lancé une nouvelle mode, hein, quand même, hein, vraiment. Hein. Il paraît que c'est encore un best-seller aujourd'hui. Hein. Il a vraiment... alors que, bon, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé hein, tant que le café est encore chaud, mais j'ai lu des livres du même style bien meilleurs qui sont parus avant, notamment. Mais ça a quand même lancé un petit truc. Et puis bon, là, on est un peu dans la lignée, hein, vraiment. Donc, on est à Kyoto. On est dans un petit café. J'ai mis contemporain. Je sais pas si c'est pas un peu fantastique, en fait. Je viens de percuter. Parce que on nous dit, voilà, on nous dit qu'il est tenu par des chats. Et qu'il fait son apparition comme par magie les soirs de pleine lune. Donc voilà. Alors là, ça tient vraiment de tant que le café est encore chaud. Ouais. On est même plus dans le côté fantastique encore. En plus, les chats, ils sont maîtres en astrologie. Bon, voilà. Et puis, du coup, en fait, les clients viennent se confier aux chats qui tiennent le café. Et en plus, donc voilà, ils se font lire leur thème astral. Donc, ça parle d'astrologie. C'est typiquement le genre de livre pour la génération Z, ça. Hein, voilà, pour les zoomers, totalement, hein, qui sont fans d'astrologie. Et donc, évidemment, tout ça est prétexte pour, encore une fois, des petites tranches de vie, des conseils. C'est presque un peu voilà, du développement personnel à la japonaise. Voilà. En octobre, un auteur que tu aimes bien et des chats. Non, j'ai pas encore vu les sorties d'octobre, mais je veux bien que tu me spoil, Elsa. Avec plaisir. Mais voilà, bon, c'est voilà, clairement ma cam. Bon, par contre, Nami, ils me répondent pas. Ils veulent pas de moi. Ils veulent pas m'envoyer de SP, Nami. Même pas. Non, bon, après, j'imagine que c'est un peu. C'est quand même. C'est quand même. Voilà. C'est un gros truc. Nami, c'est une collection. Hein, mais du coup, voilà, ils veulent pas de moi. Et tant pis. Mais peut-être je l'achèterai du coup. Je sais pas. Comment? Ah ouais, peut-être s'il est disponible en audio. Parce que l'autre Nami que j'avais lu là. Le truc la bibliothèque des rêves secrets, je l'avais lu en audio. Peut-être s'il est dispo sur Audible. Je me le ferai. Ça j'aime bien lire ces trucs-là en audio, moi. Ça bug? Ah. Ah, Pulici? Oh putain, c'est celui que j'ai acheté en italien? Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté en Sardaigne, qui est la province de Pulici. Pulici. Pourquoi je dis Pulici? Pulici. J'avais acheté un roman qui avait l'air d'être un cosy mystery avec des chats. C'est forcément ça. C'était quoi le titre? La bibliothèque. Un truc du genre. La librairie des chats noirs. Bah voilà. C'était ça. Le titre en italien, c'était ça. La librairie des chats noirs. Ah bah oui, de fou. De fou. Non, et ça sort en octobre du coup. Ah bah moi je l'ai en version italienne. Et je voulais, en plus ça m'énerve. Non, c'est cool qu'il sorte en France, mais du coup j'avais comme goal de le lire en italien et du coup bon. Ouais, c'est ça, la Libreria dei Gattineri. Bah, du coup, bon, ben voilà. Hein. Mais après, j'ai un peu laissé Duolingo de côté depuis un petit moment. Là. Hein. Ça fait longtemps que je ne me suis pas remis à l'italien. Il faudrait peut-être que je m'y remette quand même. Bref. Ok, ben merci pour l'info, Elsa. Du coup, évidemment, qui sera dans les sorties d'octobre. Hein. Oh, c'est trop ouf.
En plus, il est dédicacé, mon exemplaire. C'est la classe, je l'ai fait dédicacer exprès. Bon, allez, acheté en Sardaigne et dédicacé par l'auteur. Ça, c'est pas beau quand même. Voilà, on peut difficilement faire plus fan. Hein. Bon, allez, je passe à la suite. Mais en tout cas, bon, là, clairement, c'est tout à fait pour moi. Moi, en plus, j'aime bien. Alors, je suis pas. Attention, je suis pas une croyante de l'astrologie en vrai. Parce que bon, pour moi, c'est quand même gros effet Barnum et tout. Mais j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Donc voilà. Carrément, ça va certainement me plaire. Ouais. Duolingo tous les jours. Ah, bravo, Steph. Pourquoi pour octobre? Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Allez, je passe à la suite. Toujours le 18 septembre et encore une adaptation de livre en BD. Il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco et Mayalen Gust. Donc Flore Vesco, c'est l'autrice originale du coup, et Mayalen Gust qui adapte en BD. Ça sortira chez Rue de Sèvres. Et donc dans cette histoire, on suit Sadima. Il se trouve que Lord Anderson est un riche héritier qui a conçu un test pour choisir au mieux sa future épouse. Et donc chaque candidate est invitée à passer une nuit dans un château qui s'appelle Blenkinsop Castle. Une nuit seule dans une chambre au centre de laquelle se trouve un lit d'une hauteur invraisemblable. Excusez-moi, mais je viens de percuter un truc. Est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de réécriture de La princesse le petit pois? Donc les prétendantes, qui sont toutes filles de bonne famille, ont été renvoyées chez elles au petit matin sans aucune explication. Et voilà que Lord Anderson propose donc à Sadima de passer l'épreuve. Donc elle est juste femme de chambre. Ouais, non mais c'est là... Je viens de percuter, putain, parce que celui-là, je l'avais vu passer, ce livre, mais je savais pas vraiment de quoi ça parlait. C'est la princesse au petit pois, on est d'accord. Donc elle a rien d'une princesse, évidemment, donc j'imagine qu'elle va remporter le truc, mais oui. Mais... Moi j'aime bien, je découvre des trucs comme ça. Ah, les retours étaient plutôt bons. Oui, je me rappelle que je l'avais vu passer D'or et d'oreiller. Je savais pas que c'était une réécriture de la princesse petit pois. Ah, toi, t'avais pas aimé... Ouais, mais j'avais vu aussi qu'il y avait des chroniques un peu plus mitigées. Et ben, écoutez, voilà. Moi, ça me donne envie de lire le roman, du coup. Réécriture de contes, tout ça. J'aime bien. J'aime pas toujours les réécritures que je lis, mais j'aime bien le concept de réécriture. Donc, puis là, la princesse au petit pois ou la princesse et le petit pois? Je crois que c'est la princesse au petit pois. Je sais plus le titre exact. C'est un conte qu'on voit pas souvent. Hein. Bon, un conte très sexiste en vrai, un peu beaucoup sexiste, mais en même temps, et sexiste, mais en même temps, qui est aussi anticlassiste, on va dire. Donc voilà. Ah, c'est au petit pois. Bon, il y en a qu'un seul d'ailleurs. Oui. Tu l'as acheté mais pas sorti. Ok, pourquoi pas Elsa, ouais. Ça peut potentiellement être un truc que je lirai genre en octobre, même si on n'a pas trop mis ça dans des gommes tapales, je sais plus ce qu'on a mis. Mais ouais. À voir en tout cas. Mais ouais, ça a l'air intéressant. Bon, ben voilà, en tout cas, sachez que l'adaptation sort en BD le 18 septembre. D'Akelza. Allez, bah écoute, why not? Maintenant que je l'ai dit, faut juste pas que j'oublie. Faut que tu me le rappelles, mais allez. Toujours le 18 septembre sortira Ma grand-mère était un homme de Mahamat Saleh Haroun. Désolée pour ma prononciation. Alors ça parle pas du tout de transidentité, hein, je tiens à rétablir le truc direct. Non, en fait, mais par contre, ça va parler féminisme, puisque donc c'est l'auteur qui raconte l'histoire de sa grand-mère, de façon romancée a priori, hein, mais voilà, c'est un peu un roman biographique quand même. Puisque sa grand-mère, on nous dit, a été la première féministe du Tchad.
Donc l'auteur est tchadien. Merde, comment on dit les habitants du Tchad? J'ai un doute là du coup. Tchadien, hein. Pendant 20 ans, elle a disparu. Parce que... Quoi? Donc on nous dit qu'elle est née dans un village sous domination française, donc au Tchad, hein, et sa vie va basculer lorsque son mari est enrôlé dans les forces françaises contre le nazisme. Et quand il rentre, ouais voilà c'est ça, quand il rentre de la guerre en 1945 et annonce son désir de prendre une seconde épouse, Kaltouma va s'enfuir à cheval dans le désert. Elle va laisser derrière elle son fils unique. Et son fils unique va passer sa jeunesse à lui écrire des lettres qu'il n'enverra jamais. Et donc, en fait, l'auteur va raconter, oui, c'est ça, c'est romancé, parce qu'on dit c'est un roman d'aventure. Et donc, il va raconter le destin de cette femme. Et aussi, voilà, il va parler de l'histoire du Tchad et de la France. Donc, ça a l'air très, très intéressant. Ah oui, toi, t'es pas fan des réécritures de contes, Bubu. Ouais, bah écoute, on peut pas se rejoindre sur tout. Qu'est-ce que tu veux, voilà. Donc voilà, en tout cas, pour celui-ci, ouais. Moi, je vous avoue que c'est vraiment l'aspect... Alors, il y a évidemment l'aspect féministe, mais il y a aussi l'aspect où on va parler de l'histoire du Tchad et du lien entre le Tchad et la France, qui est, j'imagine, certainement pas ouf. Mais voilà, moi c'est ce côté un petit peu historique qui m'intéresse pas mal. Voilà pour celui-ci, en tout cas, qui paraîtra chez Stock. Toujours le 18 septembre. Alors là, on va avoir 2 BD de la même autrice et donc de la même maison d'édition. Mais franchement, j'avais envie d'en mettre qu'une seule pour histoire d'épurer un peu le truc, mais j'ai pas pu me résoudre à supprimer l'une des deux parce que les deux m'intéressent. Ah, ça bug? Merde. Désolée si ça bug. Attends, là, j'enregistre pas. Hein. Je fais rien de spécial. La première BD, c'est Putain de vie, donc de Muriel Douru, itinéraire de travailleuse du sexe. Donc ça sortira chez La Boîte à Bulles. Et donc, en fait, Muriel Douru, c'est certes une autrice et une illustratrice, mais elle enquête pas mal sur des faits de société notamment. Et donc là, elle s'est jointe un petit peu aux maraudes des associations Médecins du Monde et Paloma, donc maraude dédiée aux travailleurs et travailleuses du sexe. Et donc elle va un peu leur donner la parole, voilà, donc il va y avoir des témoignages de ces travailleurs et travailleuses du sexe, sans jugement bien sûr. Donc on va notamment suivre Amelia, qui est une Nigériane exilée en France et prostituée de force, Lauriane, qui est une escort girl sans tabou, ou encore Georgia, qui est une femme transgenre colombienne et séropositive, contrainte de quitter son pays. Voilà, donc vraiment divers portraits comme ça de femmes qui sont travailleuses du sexe, soit par choix, soit par contrainte. Et certainement d'hommes aussi, hein, puisque j'imagine, voilà, parce qu'il y en a aussi. Donc voilà, livre écrit, réalisé en coédition avec Médecins du Monde. Voilà, sachez-le. Donc je vous l'ai mis, et le deuxième, préface d'Ovidie aussi d'ailleurs. Et le deuxième que j'ai mis aussi dans cette collection et de cette autrice qui sortira le même jour, c'est Sortir de l'ombre, une histoire de sororité en prison. Voilà, c'est pas joyeux hein, à chaque fois. Hein. D'abord la prostitution et ensuite la prison. Donc là, voilà, on va dans cette histoire. Donc c'est un docu-fiction. Donc là, c'est pas tout à fait le précédent, c'était plus des témoignages. Là, on est vraiment dans un docu-fiction. Donc c'est-à-dire que on va raconter une histoire romancée, mais ça va dépeindre la réalité en fait hein, de ce que sont les prisons pour femmes. Donc là, on va suivre Jade qui a été arrêtée, ça y est, les douleurs reviennent, ça va être chaud, qui a été arrêtée pour transport de produits stupéfiants et donc va se retrouver en maison d'arrêt. Elle va être accueillie par Florence et Mariam, qui sont 2 détenues membres du collectif des Pluriels. Oui, alors voilà, c'est effectivement un collectif féministe
de prisonnières, voilà, collectif de prisonnières qui s'est fixé pour objectif d'améliorer les conditions de vie en prison en veillant à l'accueil des nouvelles arrivantes, en venant en aide aux détenus les plus fragiles, pardon, et en obtenant certains droits de l'administration. Et donc on va suivre Jade, voilà, qui évidemment a du mal à s'adapter à sa condition de détenue. Voilà, sans visite en plus, pas de visite de proches. Et heureusement, voilà, il y a la solidarité de ces femmes du collectif pluriel. Bon voilà, moi j'avais déjà vu ça dans Orange is the New Black, hein, le livre, qui est donc, je rappelle, un témoignage de l'autrice à la base, hein. Et vraiment, voilà, c'est quand même la grosse différence. Alors évidemment qu'il y a aussi des agressions, des viols, etc. dans les prisons pour femmes, bien sûr, tout n'est pas rose. Mais il y a quand même une grosse différence avec les prisons pour hommes, c'est qu'il y a quand même une sororité qui s'organise souvent dans ces prisons-là. Et voilà, on n'est pas... c'est pas la loi de la plus forte et tout ça, c'est pas comme chez les hommes, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment une différence de fou. Donc voilà, écoutez, alors là aussi ça parle de Médecins du Monde, là c'est pas précisé, mais j'imagine aussi que c'est pareil, c'est coédité avec Médecins du Monde, c'est pas précisé, mais on nous dit que à l'origine du collectif des pluriels se trouve une initiative de Médecins du Monde, donc bon, voilà. Donc voilà en tout cas pour ces deux BD de Muriel Dourru, qui dépeignent des réalités dures, mais des réalités malgré tout. On est toujours le 18 septembre, sortira le nouveau Valérie Perrin Tata chez Albin Michel. Alors, j'ai pas de synopsis très très clair, on sait juste que on va suivre une femme, on ne sait pas comment elle s'appelle, dont la tante va mourir, ou du moins qui va apprendre le décès de sa tante. Par un appel de la police, sauf que, donc c'est Colette, hein, la tante, sauf que l'héroïne, pour elle, sa tante, elle est déjà morte il y a 3 ans, en fait. Elle a même été à son enterrement, tout ça, donc voilà, bah, Colette, non, elle est morte il y a 3 ans, donc pourquoi on m'annonce sa mort maintenant? Voilà, j'en sais pas plus. Bon, moi, Valérie Perrin, j'avais pas été de ouf avec Changer l'eau des fleurs, en vrai. J'avais pas détesté, mais j'avais pas trouvé ça extraordinaire. Ça m'avait pas transcendé. D'ailleurs, j'ai presque plus aucun souvenir, à part que ça se passe dans un cimetière. À part ça, pas plus. Malgré tout, celui-là, il me titille quand même. Donc, il a l'air peut-être... Bah, après, voilà, Valérie Perrin, c'est pas Aurélie Valonne, quoi. On n'est pas dans du cuicui, les petits oiseaux. Mais ouais, je sais pas. Je suis un peu curieuse. À voir, je vais attendre aussi les retours, tout ça. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré. Je suis très homme populaire opinion sur Changer l'eau des fleurs, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré. En plus, ouais, alors déjà, il y a ça, et puis il y avait aussi le fameux 3 que j'avais abandonné. Mon histoire avec Valérie Perrin est pas ouf en vrai, hein. Voilà, donc Changer l'eau des fleurs, bien aimé, mais bon, bof, sans plus, quoi. Pas ouf. Et 3, je l'ai abandonné. Je sais pas, j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Donc bon. Voilà, les oubliés du dimanche, je l'ai pas lu. Je sais qu'il y a beaucoup de bons retours sur celui-là. Mais je sais pas, peut-être réessayer avec Tata, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Je sais pas. Après, si c'est la plume de l'autrice qui me plaisait pas plus que ça va peut-être pas le faire non plus avec celui-là, hein. Je sais plus si c'était la plume ou l'histoire. Ouais, j'ai cru comprendre. J'avoue que je suis ces derniers temps, alors j'ai vu ces vlogs là, j'ai rattrapé un petit peu, mais c'est vrai que Séverine, j'ai pas le temps, hein. J'avoue qu'avec mon boulot c'est compliqué. Entre le boulot et les lives, et les sorties, parce qu'il y a eu quand même quelques sorties quand même, j'ai tellement pas suivi Sèvres ces derniers temps, ça craint. Bon, après, si, il y a eu les lives. J'ai fait les 2 lives participatifs du vendredi, alors que d'habitude, je sors le vendredi en été, mais là, j'étais, en fait, les 2 fois, j'étais trop crevée de ma semaine, en fait. J'étais trop épuisée de ma semaine et j'avais pas la force de sortir. Donc, j'ai écouté les lives. Et encore que je dis ça, mais vendredi, j'ai écouté en travaillant en plus. J'ai écouté en travaillant un petit peu pour mon boulot et aussi en préparant ces sorties-là que vous voyez, voilà, ont été préparées principalement pendant le live de Sèvres de vendredi soir.
Je vous l'annonce. Voilà. Donc bon, bref. Ouais, mais c'est pas du feel good là. C'est pas du feel good, Jeanne, Valérie Perrin. C'est vrai que c'est marrant quand même qu'on a cette idée de Valérie Perrin feel good. Je sais pas pourquoi. Parce que son nom, je sais pas, on dirait que ces autrices, leurs noms se ressemblent tous à Virginie Grimaldi, je sais pas, il y a un V. Mais du coup, ouais, je sais pas pourquoi ça fait penser à du feel good, mais pas du tout, c'est pas du tout du feel good. Hein. On est sur du contemporain, un peu sombre, quand même. Pas non plus, alors, c'est pas du thriller, hein, c'est clair, mais c'est pas non plus Pump It Up. Donc voilà, c'est du contemporain. En tout cas, c'est pas du tout du feel good. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire ça. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Séverine dirait que ça glisse vers le noir. C'est du contemporain qui glisse vers le noir. C'est un peu ça. Bon, bref, voilà pour celui-là. Mais après, 640 pages, hein, par contre. Hein. Moi, ça, j'avoue que ça a tendance à me rebuter un petit peu. À la limite, en audio. Je crois que Changer l'eau des fleurs, je l'avais écouté en audio. Peut-être si je... Ouais, peut-être en audio. Voilà, si il sort chez Audible, il y a moyen de moyenner. Ouais. À voir, à voir. Bon, c'est pas ma priorité quand même. Hein. Bref, ça sort chez Albin Michel en tout cas. On passe au 19 septembre. Sortira le nouveau Robert Godard, toujours chez Sonatine, cet auteur. 18 Barnfield Hill. J'ai eu du mal. Donc, dans cette histoire, ouais, bon, alors voilà, moi, ça me parle parce que ça parle féminisme, socialisme, et ça parle aussi de Japon, donc forcément, je suis pas spécialement attirée par cet auteur d'habitude, mais là, j'avoue, je suis titillée. Donc, on est sur 2 temporalités. Tout d'abord, en 1977, on va suivre 8 jeunes étudiants activistes qui se partagent une maison, donc au 18 Barnfield Hill, à Exeter. Alors, comment prononcer ça, j'en ai pas la moindre idée. Donc ils prônent le pacifisme, le féminisme, le socialisme, tout ça. Bon, on est dans les années un peu hippies. Hein. Enfin, quoique 1977, on n'est plus trop là-dedans, mais bon, on est toujours un peu dans ce... Dans ce truc un peu, oui, très de gauche. Mais un jour, voilà, 2 d'entre eux, Alison et Peter, vont disparaître dans des conditions étranges. Et puis, on est en 2019. Ouais, il y a toujours des couvertures vintage avec Robert Godard, j'aime bien. 2019, on va suivre Umiko, qui est... Donc, c'est une jeune femme. Enfin, c'est une femme, en tout cas. Jeune, je sais pas. Qui travaille pour un détective privé tokyoïte. On va lui demander de se renseigner sur le suicide d'un homme d'affaires japonais dans une chambre d'hôtel londonienne à la fin des années 70, comme par hasard. Donc, on retrouve la fin des années 70. Et justement, son enquête à Umiko donc, va s'orienter vers les fameux locataires du 18 Barnfield Hill. Donc, ceux qui sont encore là aujourd'hui se tiennent à distance de leurs idéaux de jeunesse. Donc, visiblement, ils sont plus trop gauchistes. Mais voilà, évidemment, tout ça, l'enquête va faire ressurgir les fantômes du passé. Voilà. Je suis grave curieuse. Hein. Après, je sais pas trop si Robert Godard, il est de gauche ou pas. J'espère que c'est pas une critique. À voir. Mais ça, je sais pas, j'attendrai les retours. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. T'en as lu, toi, Viviane? T'aimes bien Robert Godard? Moi, j'ai jamais lu. J'en ai un de lui, je sais plus comment il s'appelle. Il est dans la bibliothèque, là, de son latine, mais je sais plus le titre. Complètement zappé. Ouais, bah c'est aucun de ceux-là. Je sais plus du tout le titre. Mais avec une couverture un peu vintage aussi, ouais. Bref, j'aime bien. Mais ouais, ça peut grave m'intéresser. Ok, d'accord, Viviane. Bon, t'as aimé quand même.
Ouais, je crois que c'est un auteur qui plaît, donc ouais, pourquoi pas, ça pourrait être mon premier de lui. Alors ouais, bon, pas de suite, pareil, je vais pas l'acheter plein pot, mais à tenter. Celui-là, en tout cas, voilà. Bon, Japon, socialisme, tout ça, à voir. Ensuite, toujours le 19 septembre, alors celui-là, il est un peu particulier. J'ai hésité à le mettre, parce que je voulais pas trigger les gens. Le petit chat et moi de Pauline Le Gall, qui sortira chez Philippe Ray. En fait, je l'ai mis parce que Philippe Ray, en général, c'est quand même assez quali. Bon, bah écoutez, c'est tout simplement un témoignage de l'autrice sur le deuil de son chat. Voilà pourquoi j'hésitais à le mettre, parce que potentiellement trigger warning. Alors j'aime bien parce que nous, on s'en fout de lire du thriller avec des enfants torturés, mais par contre, c'est ça, c'est un petit chat qui meurt, non. Donc voilà, récit de deuil. Bon, c'est clairement un livre sur le deuil des animaux, en fait. C'est vrai que c'est intéressant. Comment faire face à l'absence d'un animal disparu? Combien de temps la douleur est-elle tolérée par les familles, les amis, les collègues? Déjà, même c'est même pas combien de temps, c'est la douleur est-elle tolérée tout court? Moi, je me rappelle quand j'ai perdu le premier, c'est pas le premier chat que j'ai eu parce que quand j'étais petite, on avait une petite chatte à la maison, mais j'étais trop petite pour vraiment bien m'en souvenir. Mais le premier chat que j'ai eu à moi, quand je l'ai perdu, j'avais 21 ans. Je peux vous dire que j'étais dévastée et le problème c'est que j'étais en BTS à cette époque-là. Et évidemment, tout le monde se foutait de ma gueule dans la classe parce que je pleurais pour un chat, quoi. Et c'est dur, hein, parce que vraiment, tu dis, bon, tu peux pas faire ton deuil parce que on a l'impression que, bon, bah ça va, un animal, c'est pas grave, quoi. Mais en fait, si. Ouais, moi non plus, Elsa, en vrai, j'ai pas du tout envie de le lire, hein, mais je l'ai mis parce que, bon, voilà, ça peut potentiellement intéresser des gens. Oui, je sais, Steph, pareil. C'est marrant, toi, trigger warning de ouf, tout le monde, ah, je veux pas lire ça. Mais bon, voilà, non, mais justement, c'est quelque part, c'est marrant parce que vous dites tout ça en mode, non, moi je veux pas parce que j'ai un chat. Mais justement, ça s'adresse à nous qui avons des chats ou des animaux d'une façon générale. Ça s'adresse à nous parce que c'est nous qui vivons ce deuil-là. Après, ça s'adresse peut-être aussi justement aux gens qui peuvent pas, qui n'ont pas d'animaux et qui peuvent pas se rendre compte de ce que ça représente. Donc peut-être aussi, potentiellement, c'est un livre à acheter, à offrir à quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Bon, il le lira pas, mais faire passer le message en tout cas. Les gens qui n'ont pas d'empathie envers les personnes qui sont en deuil de leurs animaux, quoi. Voilà. Donc voilà. Bon, voilà, Pauline Le Gall a perdu son chat et du coup, elle va, euh, elle va raconter ben, tout son processus de deuil, en fait. Hein, voilà, donc oui, c'est clairement, moi, j'ai pas envie de lire ça non plus, mais voilà. Oui, Ovidie, elle en parle, ouais. Et oui, je sais bien, je sais bien. On est toutes pareilles, hein. Non, c'est fou Malo, hein, c'est fou, ouais, non, c'est clair, on peut lire des horreurs, mais là, là, c'est, bah oui, non, mais moi, je le lirai pas non plus, hein, je vous le dis dessus, j'ai pas envie de chialer ma vie, quoi. Mais voilà, mais c'est bien, hein, mais c'est intéressant, enfin, je veux dire, c'est quand même un sujet, c'est bien de prendre ce sujet, bah oui, ma petite Fanny, je sais que toi, pour toi, c'est trigger aussi. C'est bien de prendre ce sujet-là au sérieux et de dire, bah oui, c'est une souffrance pour les gens que de perdre un animal. Ça serait bien de le reconnaître un peu plus. Et c'est fou parce que, bon, bah, je vois au travail, par exemple, tu as le droit à des jours de congé quand tu perds quelqu'un de ta famille, et c'est bien normal. Et encore que je trouve que c'est pas suffisant parce que tu as genre droit à 3 jours. Ouais, super, 3 jours. Mais évidemment, tu perds ton animal, t'as absolument pas le droit des jours de congé. Tu viens travailler et puis c'est tout. Tu fais pas chier, quoi. Donc la société a quand même encore du mal à admettre ce genre de choses, quoi. Que ça puisse être un traumatisme
Moi personnellement, en plus moi quand j'ai perdu ce chat là dont je vous parle, c'est pas le premier que j'ai perdu, enfin c'est pas le seul que j'ai perdu, mais c'est le premier. J'avais perdu ma mère un an avant, hein. J'ai perdu vraiment coup sur coup ma mère et l'année d'après ce chat. Ça a été autant un traumatisme enfin peut-être pas autant, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça, disons que voilà, ça a été aussi dur sur le moment que de perdre ma mère, quoi, vraiment, parce que, bah oui, ça fait beaucoup de choses d'affilée déjà, et puis bah, c'était mon chat de toute une vie, entre guillemets, je l'ai eu de mes 7 à mes 21 ans. Donc j'ai grandi avec ce chat, quoi. Forcément, c'est ultra marquant. Et puis il m'a accompagné dans toute ma période où j'étais pas bien, parce que vraiment toute la période de harcèlement scolaire et d'autres choses compliquées, voilà. Mais ouais, Titan Noir, ah oui, 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 tu m'en avais parlé, Steph, oui, non, mais typiquement, je le lirai pas, hein. Voilà. Ouais, ça a été une période compliquée à cette époque-là, j'avoue. Voilà. Mais 20, 21 ans, là, c'était difficile. Bref, voilà. Donc, en tout cas, je vous l'ai mis parce que je trouvais le sujet intéressant. Ça sort chez Philippe Ray en plus. Et oui. Bon, on arrête parce qu'en plus, Fanny, la pauvre, voilà. On passe à la suite. J'allais dire quelque chose de plus joyeux. Oui et non. Mais si, c'est joyeux. Elle a fait chuter le Ku Klux Klan. Le 19 septembre, toujours sortira Une poussée de fièvre de Timothy Egan. Donc, l'histoire de la femme qui fit chuter le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan. Putain, je sais jamais comment prononcer ça. Bref. Donc on est dans une enquête, je sais pas si on peut parler de true crime, c'est plus vraiment une enquête journalistique donc de l'auteur. On est aux années 20 aux États-Unis. C'est un peu, voilà, c'était les années folles, hein. C'était avant la crise de 29 où tout allait bien. C'était le jazz, c'était les fêtes, etc. Mais enfin, tout allait bien. Tout, donc bien sûr que non, tout n'allait pas bien, puisque c'était également l'apogée du Ku Klux Klan. Voilà, on va le prononcer à la française, hein. Donc, à sa tête, un homme dangereux, évidemment, Stephenson, qui va permettre au clan d'étendre son influence, de pénétrer dans les familles, les écoles, les pique-niques du dimanche. Ça fait flipper, hein. Et l'organisation va même jusqu'à développer un plan pour reprendre progressivement le pouvoir à Washington. Et c'est une femme qui s'appelle Madge. Madge Oberholzer. Enfin, Madge, je ne suis pas sûre de la prononciation de son prénom, mais bon. Qui est une enseignante. Elle va être kidnappée, séquestrée et violée par Stephenson. Et elle va trouver, malgré les menaces, le courage de parler et de dénoncer ces hommes. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, évidemment, son témoignage va provoquer un scandale sans précédent et une prise de conscience. Alors, voilà, c'est ouf qu'il faille en arriver là, mais... Et en fait, c'est, voilà, depuis le témoignage de cette femme, le clan existe toujours, on va pas se mentir, malheureusement, mais il n'aura plus l'influence qu'il avait donc dans ces années 20. Voilà, en tout cas, extrêmement intéressant. T'as adopté un chat qui a été abandonné lâchement. Ah oui, tu en avais parlé, ouais. C'est bien ça. Donc ouais, moi ça me tente carrément. Moi j'adore ce genre d'histoire, vraiment. Et puis bon, voilà, c'est vrai que c'est assez fascinant de connaître cette histoire-là. Ça sortira donc aux éditions du Cherche Midi. J'aime bien la couverture, en plus elle est assez classe aussi. Ouais, carrément, ouais. Moi aussi, un peu wishlist là, j'avoue. Clairement, enquête passionnante, on me dit.
On nous dit Timothy Egan met en lumière l'un des chapitres les plus sinistres de l'histoire américaine, la montée au pouvoir au début du XXe siècle d'un mouvement raciste dirigé par un escroc meurtrier. Un livre fascinant, puissant et profondément actuel. Ah bah oui, tu m'étonnes. Voilà. Un livre passionnant qui résonne de façon glaçante avec notre époque. Ça, c'est sûr. Voilà en tout cas pour celui-ci. On saute directement au 24 septembre. Sortira Stephen King Not Just Horror de Hans Ake Lilia. Désolée pour mes prononciations pourries. Et donc c'est un essai. C'est un essai que l'auteur... Alors l'auteur, en fait, il est patron. C'est le patron d'un site internet qui est le portail le plus complet et le plus consulté sur Stephen King depuis 1996. Donc ça s'appelle Lilia's Library, The World of Stephen King. Et donc il a décidé d'écrire un essai sur Stephen King, mais en parlant d'autres aspects que celui de l'auteur d'horreur en fait. Donc voilà, d'autres visages du roi de l'horreur. Donc c'est aussi un auteur de livres pour enfants, un éditeur, un vulgarisateur, un acteur, un réalisateur, un musicien, voilà, donc toutes ces passions réunies dans ce livre, donc au-delà de l'horreur, ça a l'air extrêmement intéressant. Bah oui, voilà, ça nous le montre. Après, moi, c'est marrant parce que Stephen King, j'ai beau savoir que oui, c'est le maître de l'horreur et tout ça, moi, je le vois comme un type ultra sympathique, quoi. Je peux pas m'empêcher de le voir comme un type trop gentil, en vrai. Et c'est ce qui l'inspire, en vrai. Mais parce que, au-delà de ces histoires horrifiques, déjà, il y a toujours des beaux messages. Et puis même, voilà, lui-même, il est quand même sympathique dans sa façon d'être et tout. Donc voilà, je suis pas très... Je serais pas étonnée en lisant ça. Mais voilà, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Écoutez, ça coûte 16 €. Et ça sortira chez ActuSF, donc le retour de ActuSF, hein, qui je rappelle avait déposé le bilan, ils ont été rachetés. Bon, par contre, j'espère qu'ils vont sortir des livres qu'ils avaient prévu de sortir. J'en avais précommandé un qui n'est jamais sorti. Et j'aimerais bien qu'il sorte. Mais bon. Voilà, mais c'est cool qu'il soit toujours là, quoi. Voilà pour celui-ci, en tout cas. Ouais, la couve est classe aussi. La couve est classe. Un peu... un côté un peu pop art, mais version horrifique, donc avec ce mélange avec Pennywise, évidemment. Let's go la suite. On passe au 25 septembre. Allez, des chats encore. Again des chats. Mais cette fois, c'est plus positif là. Allons-y. Donc c'est des chats et du Japon, again. Hein, voilà. Chat sur ordonnance de Sio Ishida, pardon. Qui sortira chez Albin Michel, qui décidément aime bien les chats dernièrement. Hein. Donc on est dans... Alors cette fois on n'est plus dans un café, on est dans une clinique. Oui, la couverture est trop mimes. On est dans une clinique, on nous dit une clinique psychologique. Donc j'imagine que c'est un genre d'hôpital psychiatrique, mais version soft. Clinique psychologique de Nakagyo. Un centre de soins situé au cœur de Kyoto, au fond d'une ruelle sombre, particulièrement difficile à trouver. Et donc on va suivre le docteur Niké. Oui, il s'appelle Niké, ça s'écrit comme Nike d'ailleurs, qui reçoit des patients de tous horizons. Il est assisté par son infirmière qui s'appelle Chitose. Et en fait, la particularité du docteur Niké, c'est qu'il ne prescrit pas de médicaments, il prescrit des chats. Et donc, on va suivre un jeune homme harcelé au travail, un père de famille désemparé, une mère qui a du mal à communiquer avec sa fille, une créatrice de mode trop perfectionniste, et donc ils vont tous se faire prescrire des chats, et voilà, ça va changer leur vie. Alors, bon, évidemment, moi vous savez, j'aime pas trop ce genre de truc qui consiste à dire les médicaments c'est pas bien, il faut mieux faire du développement personnel, hein. Non, mais je pense pas qu'il faille le prendre au premier degré.
Je pense que c'est plus un truc pour dire que ben, la ronron-thérapie, tout ça. En fait, je viens de faire tweeter, c'était des pantoufles, hein, c'est ça, hein, c'est des pantoufles sur la couverture. C'est des chats dans des pantoufles. Ouais, c'est ça. C'est trop mimes. Coucou Anita, comment ça va? Et ouais. Et donc oui, voilà, je pense que c'est une ode au chat et à la ronron-thérapie. Et du coup, bon, voilà, clairement, ça peut carrément me plaire. Parce que ça va parler, encore une fois, des relations entre les chats et les maîtres, tout ça. Enfin, entre les chats et les humains. Bon, voilà, ça a l'air trop mignon. Pareil, je suis pas sûre que je l'achèterai plein pot là comme ça, mais ça a l'air trop mignon, j'aime bien l'idée. Et voilà, vive les romans japonais feel good avec des chats. Ensuite, en plus il est pas très cher, hein. Voilà, on est pareil en dessous de 20 €, c'est bien, c'est bien. 4 chats à la maison, ouais, on parlait de chats tout à l'heure, on parlait de deuil et tout ça, c'était pas très joyeux, mais voilà, vive les chats, la vie. Toi-même, tu sais. On passe au 25 septembre. Non, on passe pas. On est toujours le 25 septembre, pardon. Sortira Ex Education de Maureen Kilmer. Alors, c'est dans une. Ça va être édité chez une nouvelle maison d'édition qui s'appelle. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle maison d'édition. Eldercraft, en fait, c'était à la base un éditeur de jeux de rôle, ce genre de choses, en fait. Et ils ont décidé d'éditer des livres. Voilà, parce que pourquoi pas. Par contre, évidemment, ça reste dans leur domaine de prédilection, fantasy, fantastique, tout ça. Et moi, j'ai noté celui-là, qui non seulement est très très beau, mais dont l'histoire me plaît beaucoup, pour le coup. Donc, puisque on va suivre, il y a un côté un petit peu Dark Academia, on va suivre Sarah, Katrina et Alicia. C'est pas vraiment de la Dark Academia, mais un petit peu quand même. Sarah, Katrina et Alicia qui étaient des amies inséparables à la fac et elles partageaient un secret puisqu'elles s'étaient découvert une affinité pour la magie et donc la pratiquer clandestinement. Ça me fait grave penser au film The Craft, celle de ma génération Sauron, voilà, avec notamment Neve Campbell. C'était dans les années 90. Comment ça s'appelait en français? The Craft, c'était le titre original. En français, c'était Dangereuse Alliance. Dangereuse Alliance. Avec ce groupe de jeunes femmes qui pratiquent la sorcellerie, mais ça va se retourner contre elles. C'était trop bien ce film. Trop trop bien. Bisous Viviane, bonne soirée, bonne nuit. Bon, bah là, c'est un peu le même délire. Puisque, ouais, c'est vraiment, moi ça me fait trop penser, mais puisque donc elle pratique la magie clandestinement jusqu'à ce qu'un sort un peu trop ambitieux déclenche un terrible incendie qui va ravager l'université et faire des victimes. Depuis, du coup, donc ça c'était à la fac, depuis Sarah a rompu avec la sorcellerie, bah oui forcément après ce qui s'est passé, elle a rompu également avec ses amis et elle a décidé de vivre une vie parfaitement normale. Mais le problème c'est qu'il va y avoir une réunion d'anciens élèves et le cercle va se reformer et ça va réveiller leurs dons surnaturels. Et donc il y a des incidents plus ou moins spectaculaires qui vont s'enchaîner. Et en plus, il se trouve qu'une autrice de podcast a décidé d'enquêter sur ce qui s'est réellement passé la nuit de ce fameux incendie. Ça a l'air trop bien, pardon, mais ça a l'air trop bien. Je suis trop de ouf, moi. Putain, je sais pas s'ils acceptent les partenariats, mais je vais aller voir. Je vais aller gratter. Je vais aller gratter de ce côté-là parce que. Mais je pense qu'ils ont dû recevoir plein de demandes. Mais ça a l'air trop bien. Au pire, je l'achèterai. 20 €, ça va. 20 € ça va, c'est pas trop cher. Mais je suis assez. Ouais, je suis assez hypée de ouf là parce qu'il y a un côté. Il y a un côté thriller, hein, il y a un côté thriller, voilà, fantastique. Il y a ce côté sorcellerie qui me plaît beaucoup. Alors en plus, la phrase d'accroche, c'est quand la sorcellerie fait irruption dans un décor qui rappelle Big Little Lies. Big Little Lies, c'est Liane Moriarty, hein, je rappelle. C'est marrant parce que ça fait 2 fois qu'il y a des sorties qui font référence à Liane Moriarty d'ailleurs. C'est marrant. L'autre, c'était quoi? Ça devait être un des thrillers domestiques. Mais voilà. Bon. Voilà. Et
voilà. Et on nous dit aussi Maureen Kilmer se réapproprie le genre de la women's fiction en y ajoutant de la magie. Mhm. Bon, voilà, moi j'ai envie de le lire. Celui-là, je suis très très hypée. Vraiment, je suis très, voilà, très très curieuse. Ah, c'est bien le Yann Moriarty. Bon, j'ai pas tout aimé à la même. J'ai pas tout autant aimé, on va dire. Mais il y a des trucs que j'ai kiffé. Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. Toujours le 25 septembre sortira le nouveau Colson Whitehead que j'ai plus lu depuis. C'était quoi déjà Nickel Blues. Et ouais, je suis en retard parce que les 3 derniers là, déjà, les 2 derniers d'avant celui-là, ils me faisaient déjà grave envie. Et maintenant encore celui-là. Bon, bref. Donc, La règle du crime de Colson Whitehead qui sortira chez Albin Michel. Donc, on est à New York en 1971. La criminalité a atteint un niveau record. La ville court à la faillite. Et un conflit va éclater entre la police et la Black Liberation Army. Donc, on comprend que c'est certainement un collectif activiste en faveur des droits du peuple noir. Et donc dans cette ambiance de siège, on va suivre Ray qui est vendeur de meubles, mais un petit peu voyou. Et justement, il se trouve que... alors c'est pas une suite, hein, mais c'est un personnage qu'on a déjà rencontré dans Harlem Shuffle. C'était pas le héros. Donc voilà, il y a une référence quand même à Harlem Shuffle qui me faisait bien envie d'ailleurs, Harlem Shuffle. Justement. Bisous Laurence, bonne soirée, bonne nuit, bon courage pour le boulot demain. Donc Ray qui fait profil bas pour le bien de sa petite entreprise jusqu'à ce qu'il y ait un concert des Jackson 5. Il va, voilà, lui il veut offrir justement une place pour ce concert à sa fille. Et donc il va reprendre contact avec Munson qui est un inspecteur blanc corrompu jusqu'à la moelle qui va lui promettre de lui trouver des places en échange d'un petit coup de pouce. Donc voilà, il va replonger un petit peu dans la pègre pour pouvoir offrir une place de concert à sa fille. Et donc on nous dit que ça va parler, même si ça n'a pas l'air comme ça va parler de la lutte pour les droits civiques, ça va parler du bicentenaire des États-Unis, ça va parler de l'industrie de la Blaxploitation. Donc la Blaxploitation, c'est le cinéma par et pour la communauté noire. Pas que le cinéma d'ailleurs, je pense. Ça doit couvrir plusieurs formes de culture. Et donc voilà, on va se plonger au cœur du Harlem des années 70. Et donc ça mêle le polar et l'humour d'une satire sociale moderne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, moi ça me vend du rêve. J'ai très envie. Ah, c'est possible, Malo. C'est quoi le 3e alors? Donc il y a Harlem Shuffle, celui-là. Et l'autre, c'était quoi déjà? C'était un qui me faisait envie aussi. Mais j'ai oublié le titre. Donc, ouais. Après, j'imagine que ça peut se lire indépendamment. Je pense pas que ce soit vraiment une suite. Mais oui, ça peut être intéressant de lire les 3 dans l'ordre, je pense, je suppose. S'il y a des références, ça peut être intéressant. Voilà en tout cas pour celui-ci. On est toujours le 25 septembre. On va être encore dans la communauté noire américaine d'ailleurs. Avec Si je te survis de Jonathan Escoffier qui sortira aussi chez Albin Michel d'ailleurs. Et donc on va suivre Trelawney qui a grandi aux États-Unis après que ses parents ont quitté Kingston, donc capitale de la Jamaïque. Hein. Lui, voilà, il entre dans qu'une case. On dit il est trop noir pour être latino, mais pas assez pour être jamaïcain. Et donc, il va rester un étranger au sein de l'Amérique alors qu'il a grandi aux États-Unis. Hein. Et donc, il va chercher désespérément sa réelle identité sans vraiment bénéficier du soutien des siens, puisqu'il a un père absent, un frère pas très fiable. Et il va être confronté à l'expérience de la solitude et à l'omniprésence du racisme, évidemment, y compris dans sa propre communauté d'ailleurs. Et voilà, il va devoir décider
quel genre d'homme il souhaite être dans ce monde qui est le nôtre. Donc, le livre a été finaliste du National Book Award et du Booker Prize. Donc, intéressant, voilà. Nouvelle voie de la littérature, donc c'est un primo-roman. Jonathan Escoffier, donc il est né au Texas, il a grandi en Floride dans une famille d'origine jamaïcaine, donc il se raconte un petit peu au travers de son personnage de Trelawney, hein, voilà. Ça a l'air très intéressant. Ouais, la couve est classe. La couve est classe. Voilà, bon, tout à fait le genre de truc qui peut me plaire aussi, hein. Donc, je vous l'ai mis. Alors, sur le site du festival américain, il est indiqué La règle du crime est le deuxième opus de la trilogie Harley Shuffle. Donc, le troisième est à sortir. D'accord, ok. Donc, ouais, c'est plus ou moins un tome 2, effectivement, la règle du crime. Ok. Merci, Malo, pour l'information. C'est bon à savoir. De toute façon, moi, je commencerai par Harlem Shuffle, que j'ai très très envie de lire. Voilà pour celui-ci. On approche doucement de la fin et on passe au 26 septembre avec Les âmes de feu d'Annie Franze-Harrar, autrice allemande. Oui, autrice allemande, c'est ça. Alors, il s'agit de l'édition d'un vieux livre en fait qui n'avait jamais été édité en France. C'est un livre qui a été écrit en 1920 par donc cette autrice qui est scientifique en l'occurrence, voilà, et on nous dit que c'est un livre qui prévoyait déjà la catastrophe climatique actuelle, donc elle était très visionnaire visiblement. Donc puisque voilà, on est dans un genre de dystopie, en fait on va suivre Henrik qui étudie des échantillons de sol récoltés à proximité des métropoles et il va se rendre compte qu'il y a une bactérie qui est anéantie en périphérie des usines. Et le truc, c'est que comme elle est anéantie, s'il y a des matières en décomposition qui se retrouvent dans le sol, elles ne peuvent plus être transformées en matière vivante. Et donc les plantes et les animaux souffrent de la faim à leur tour. Seuls les humains, dans leurs habitats, donc voilà, qui sont artificiels, avec leurs aliments artificiels en l'occurrence, peuvent survivre. Et donc les humains, mais pas les animaux. Voilà, donc on est une petite dystopie pré-apo, on va dire, écolo, qui commence à prédire un peu le. Alors là, on n'est pas vraiment, parce qu'ils disent prévoyez la catastrophe climatique, on n'est pas vraiment sur un truc de climat, mais on est sur un truc de pollution, quoi. Voilà. Après, à voir, hein, il y a peut-être d'autres thématiques dedans. Bisous, Malo. Et bisous, Odeya. Bonne soirée, bonne nuit, les filles. Merci d'être passées. Ah oui, c'est vrai, Malo, tu nous as pas dit, là, les livres repérés. Malo et Elsa, j'aime bien avoir leur petit repérage de sortie. Voilà en tout cas pour celui-ci qui sortira donc chez Belfond le 26 septembre et une autre sortie de Belfond le 26 septembre également, c'est L'enfant qui sema la mort d'Auguste Cortot qui contrairement à son nom, à ce que son nom indique n'est pas français mais grec. Et dans cette histoire on est à Chrysodendri, un village enclavé près de la frontière turque, donc on est en Grèce, hein. Ce jour-là, Antonis, qui est un jeune homme de 17 ans, va entrer dans sa salle de classe et tirer sur ses camarades et son professeur avant de s'immoler par le feu. Alors c'est pas un true crime, hein, c'est un roman. Voilà, 12 morts et cette question, pourquoi ce carnage? Et donc c'est ce que va se demander Philippos, qui est le tenancier d'un bar athénien et un auteur, un petit auteur débutant. C'est un amateur de récits de vie, il écoute les gens pour les comprendre et le cas du jeune Antonis va l'intriguer forcément. Voilà, pourquoi un garçon qui veut se suicider fait-il le choix d'entraîner ses amis avec lui? La vengeance serait-elle le mobile, comme le croit la police? Et pourtant, ce jeune athlète, on dit que c'est un athlète, Antonis, il était sans histoire.
et donc Philippos, il va interroger un peu tous les gens du village comme ça pour essayer de percer ce mystère. Voilà, ça a l'air intéressant. Pourquoi pas? Bon, moi. Alors c'est une thématique assez classique hein, de la... Comment on appelle ça? Du school shooting. Voilà, c'est-à-dire du meurtre de masse dans une école. Hein. Bon là, c'est pas aux États-Unis pour une fois, c'est en Grèce. Et voilà, là, ça peut être sous un angle un peu différent, faut voir. Bisous Malo, les voisins de Diane Olivret. Ma mère est un fait divers. Ah, ça me parle ça, je pense que je l'avais vu passer. Et de ronces et d'épines. Roman de ronces et d'épines. Ok, merci Malo pour tes suggestions vite fait. Bisous, bonne nuit en tout cas. Donc voilà pour celui-ci. Allez, mon but c'est toujours de finir à 11h. Le 26 septembre toujours sortira Hurlement d'Alma Katsu chez Sonatine. Donc dans cette histoire, on est donc c'est un thriller horrifique, historique, on va dire, on peut appeler ça comme ça. On est en juin 1846, donc on va suivre un convoi de pionniers qui traverse les Rocheuses en direction de la Californie. Malgré les nombreuses mises en garde contre les dangers d'un tel périple, donc à sa tête, il y a George et James qui sont représentants des familles les plus éminentes qui se partagent la gestion des ressources et du bétail. Et alors que le petit groupe s'enfonce dans un territoire de plus en plus sauvage, les personnalités s'affirment, donc il y a des alliances qui se créent, il y a des passés, des secrets qui se révèlent, etc. Donc voilà, déjà on va commencer par les plus ou moins conflits internes. Mais une nuit, un des enfants du convoi va disparaître et on va retrouver de lui que des restes parfaitement nettoyés. Est-ce que c'est l'œuvre des Indiens, on va dire des autochtones, hein. Mais bon, à l'époque on disait les Indiens bien sûr. Est-ce que c'est une meute de loups? À moins que ce soit carrément l'un d'entre eux qui ait tué cet enfant, voilà, on ne sait pas. Mais ils ont en tout cas l'impression d'être observés constamment et d'entendre des murmures sur leur passage. Voilà, donc celui-là. Oh, mais c'est pas grave, Elsa, tu peux quand même donner tes. Peut-être que ça me rejoint. J'ai mal au bide de fou, hein, pardon, hein, mais ça je suis pas très bien. Si je deviens blanche, c'est normal. Désolée. Celui-là, il me tente de fou. Hein. Vraiment, voilà, truc un peu horrifique, un peu, voilà. Alors bon, je pense pas que ce soit à cette époque-là, en 2024, je pense pas qu'ils sortent un truc raciste sur les autochtones. Hein, je ne pense pas. Mais justement, ça peut être même l'inverse. C'est ça qui peut être intéressant. Ça peut être un peu un truc un peu cathartique justement pour les autochtones, ce livre, donc à voir. Mais ça me... Voilà, on nous dit le thriller horrifique à son sommet, c'est comparé à Terreur de Dan Simmons, pour le côté, voilà, utilisation d'une tragédie historique pour entremêler de détails horrifiques, notamment. Une réécriture de l'histoire particulièrement inventive. Bon, voilà, hein. Ça a l'air d'être cool. Le destin tragique d'une expédition de pionniers, bon, voilà. Ça a l'air très très intéressant. Ah, saison toxique pour les fœtus. J'en ai parlé, Elsa. C'est marrant, le premier que tu nommes. Après, non, les autres, non. Excess. Pecnode. Non, ça me parle pas. Mais saison toxique pour les fœtus, oui. Je l'ai cité au tout début du live, ouais. Il a l'air grave bien. Excusez-moi, je suis en train de souffrir ma race. Ça va aller? Courage. Il en reste que 2. Il en reste que 2. Ouais, c'est clair que le titre Elsa, puis même c'est russe. Bon, voilà, moi je m'intéresse forcément à ce qui se passe en Russie. En plus, ça a l'air d'être assez féministe et tout. Donc, ouais, clairement, c'était pour moi. Saison toxique pour les fœtus. En plus, chez Actes Sud, bon. Voilà en tout cas pour Hurlement qui sortira chez Sonatine le 26 septembre. On est toujours le 26 septembre. Putain, celui-là aussi me hype de ouf. La maison idéale de Kate Collins, qui sortira chez Les Escales. Oh bah oui, de fou, là, bon voilà. C'est totalement un truc pour moi. On est encore dans l'horrifique, hein.
Donc on est en 2017, donc c'est Orla qui va s'installer avec sa famille dans une vieille demeure sur les falaises du Dorset. Je ne sais pas où est le Dorset, mais je suppose que c'est en Irlande. Mais très vite, bon, voilà, elle s'ennuie parce que voilà, elle passe la plupart de ses journées uniquement seule avec ses enfants. Et surtout, elle ne se sent pas vraiment chez elle dans cette maison et elle va commencer à entendre des bruits étranges, des portes qui claquent et même son fils discuter avec un ami imaginaire. Bon, ça c'est ultra classique de la maison hantée. Et on est sur une deuxième temporalité en 1976, je parle vite parce que je vais en finir, où Lydia, on va suivre Lydia qui est employée en tant que gouvernante par une veuve. Elle s'occupe des enfants comme si c'était les siens jusqu'à ce que des événements incompréhensibles troublent la tranquillité du foyer. Et donc, que ce soit en 1976 ou en 2017, personne ne croit ni Orla ni Lydia quand elles racontent ce qu'elles vivent, mais elles sont quand même décidées à protéger les enfants, leurs enfants, enfin les enfants qui les entourent en tout cas, du mal qu'elles sentent rôder. Bon voilà, c'est très classique, mais moi j'aime trop. J'aime trop les histoires de maisons hantées, je suis très très fan. Donc, ah, il est dispo sur NetGalley. Ah, il faudra que j'aille voir. Ok, ça marche. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, le der des der. Le der des der, il s'agit de comment les riches... Excusez-moi, je fais une mini pause. Je vais y arriver. Donc, le 27 septembre, sortira Comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher de Hervé Kempf et Juan Mendes. C'est une BD qui est l'adaptation d'un genre d'essai, je pense, de 2007, qui date de 2007. C'est un best-seller, traduit en 12 langues. C'est français. Et bonne nuit, Bubu. Des bisous. Merci. Et donc, bah voilà, en fait dans cette histoire, Hervé Kempf nous raconte, voilà, Hervé Kempf nous raconte, fait un genre d'essai sur, ben voilà, les inégalités, désolée si j'ai du mal, sur les milliardaires notamment, puisque à cause des milliardaires, donc la catastrophe écologique s'amplifie. Alors c'est marrant parce que ça date de 2007, c'était déjà le cas en 2007, c'est encore pire en 2024, on le sait, voilà, plus les riches s'enrichissent et plus la planète souffre. Et donc c'est une analyse, voilà, de comment, le titre parle de lui-même, comment les riches ravagent la planète, donc à cause du capitalisme. Et voilà, il y a urgence. Ça sortira chez Seuil. Voilà, j'arrête là. Désolée pour le petit souci de fin de live, mais vraiment là j'ai trop du mal. Je reviens par là. Voilà, donc je dis déjà au revoir à YouTube. Ah, toi, t'avais repéré Ma sexualité en toutes lettres de Toby Lackmaker. La peuplade, roman autobiographique contemporain. D'accord. Okay. Ah oui, la peuplade, c'est... Non, attends. Ah oui, c'est tout le même roman, en fait. Je viens de percuter. C'est pas deux trucs différents. Tu vois, j'ai du mal. Donc, c'est la peuplade, c'est les éditions. Et donc, c'est Ma sexualité en toutes lettres. Ah oui, ça a l'air intéressant, ça. Allez, merci YouTube. Prochaine vidéo le mardi. Ça sera un bilan lecture, donc vous l'aurez jeudi. Que je tournerai mardi soir. Je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage à ceux qui travaillent et à bientôt. Miaou.